Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2503 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 16 août avec des anniversaires comme d'habitude. On commence tout d'abord avec Amadou Onana, le milieu défensif de Everton fête aujourd'hui ses 22 ans. J'en ai parlé hier concernant un transfert par rapport à ce genre. Everton fixe son prêt à 70 millions d'euros et c'est Manchester United qui serait très intéressé pour s'offrir Onana. Donc 22 ans pour lui aujourd'hui. Diego Llorente, l'attaquant de l'AS Roma, fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi Michael Cuisance, ancien joueur du Bayern, même de l'OM. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il joue actuellement du côté de Venise. Et il y a aussi Moussa Sissoko, l'ancien joueur de Tottenham, joueur de Nantes. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, le milieu central. On continue, on va parler de la Coupe du Monde féminine. On va revenir sur la première demi-finale qui avait lieu hier entre l'Espagne et l'équipe suédoise. Et les Espagnols se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde féminine après une victoire 2-1 contre la Suède. Donc une fin de match complètement folle. Donc tout d'abord les statistiques de la rencontre. Donc l'Espagne, moi j'ai pas vu le match, mais bon pour moi l'Espagne mérite sa qualification en finale de Coupe du Monde. Donc tout s'est joué en fin de match parce qu'à la 80e minute de jeu il y avait toujours 0-0. Donc le score était acquis au bout de 90 minutes de jeu. De 81e minute de jeu, ouverture du score des Espagnols, égalisation 7 minutes après à la 88e minute de jeu et dans la foulée l'Espagne reprend l'avantage à la 89e minute de jeu et du coup après le score n'a plus bougé et du coup l'Espagne s'impose 2-1 et surtout l'Espagne direction la finale de la Coupe du Monde féminine. Donc les Espagnols se qualifient en finale de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Jamais elles avaient atteint la finale de la Coupe du Monde. Donc elles sont à plus qu'un match de remporter leur première Coupe du Monde féminine. Donc ça sera soit contre l'Australie, soit contre l'Angleterre. La deuxième demi-finale, c'est aujourd'hui. Donc bon là c'est marqué 20h heure australienne, côté heure française, je crois que c'est aux alentours des 13h, midi ou 13h le match qui sera diffusé sur France 2 ou M6 aujourd'hui. Donc voilà, concernant cette rencontre qu'on parlera demain. On prend la direction de Marseille et on va parler bien évidemment du match retour entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaikos. Et j'ai regardé le match entier. Ça a été un match vraiment très plaisant à regarder. Marseille s'est imposé logiquement, mais Marseille est éliminé. Et ça, c'est une catastrophe pour l'équipe de Marseille qui avait l'ambition de jouer la Ligue des Champions. Il n'y aura pas de LDC pour l'OM. Donc un match totalement fou. Donc Aubameyang, deuxième minute de jeu, 45, juste avant la mi-temps. Aubameyang, le doublé et égalisation par rapport au score cumulé. Je vous parle de Ioannidis sur pénalty à la 90e plus 8 minutes de temps additionnel. Marseille est à quelques secondes tout simplement de se qualifier pour les barrages et non, vu qu'il y a eu ce pénalty inscrit, puis après il y a eu la séance des tirs au but et on sait que les clubs français, ce qui touche à la France, que ce soit l'équipe de France ou les clubs français en tir au but, c'est une catastrophe. La preuve, hier, Marseille a perdu cette rencontre au tir au but. Donc les statistiques de la partie, donc vraiment Marseille a fait vraiment une énorme partie. J'ai regardé le match et vraiment, pour moi, par rapport au match aller où ils étaient totalement hors sujet, là, ils avaient le public derrière eux, ils ont fait vraiment un bon match. Et je ne comprends pas comment Marseille n'a pas pu éliminer cette équipe du Panathinaikos qui n'a rien montré hier. C'est vrai que les Grecs, ils sont qualifiés. Pour eux, c'est un miracle total d'avoir battu l'équipe, d'avoir surtout éliminé l'équipe de Marseille. Comment Marseille a pu ne pas se qualifier hier? C'est fou. Donc Marseille, c'est 21 frappes, c'est 8 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Et le Panathinaikos, on peut voir aussi les stats. Mais bon, Marseille méritait totalement des énormes occasions tout au long du match. Et Marseille se fait éliminer. C'est complètement fou. Soirée cauchemardesque pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et du coup, c'est officiel. L'OM ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison. Marseille n'a même pas atteint les barrages. C'est là, dès les tours préliminaires, dès le 3e tour préliminaire, c'est déjà fini pour Marseille. Avec le mercato, avec les joueurs que compose cette équipe, perdre et se faire éliminer par l'équipe grecque du Panathinaikos. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Pour moi, c'est quasiment déjà une saison ratée pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on a un début de saison, peut-être les mots sont forts, mais Marseille, l'ambition, c'était bien sûr de jouer la Ligue des Champions. Il n'y aura pas de Ligue des Champions et c'est une catastrophe. Donc Marseille jouera bien une Coupe d'Europe. Ça sera l'Europa League, mais bon, rien que déjà Europa League et Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Niveau argent, se qualifier en Ligue des Champions en phase de poule, c'est déjà quasiment du 40-50 millions d'euros dans les caisses du club par rapport à se qualifier en phase de poule. Après, il reste encore les barrages, bien évidemment, mais là, on parle que si tu es qualifié en LDC, alors qu'en Europa League, tu te qualifies en phase de poule, c'était 10 millions que tu as récolté, donc 5 fois moins que si tu te qualifies en Ligue des Champions. Donc tout ça cumulé font que
c'est pour ça que je dis pour moi c'est quasiment déjà une saison ratée pour Marseille. Bon après on est qu'en début de saison c'est vrai, mais bon voilà c'était l'objectif qui n'a pas été atteint et les dieux étaient grecs en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc depuis 2013 seul un seul club français est parvenu à se qualifier après avoir fait face aux qualifications de la Ligue des Champions, c'était Monaco en 2016. 7 échecs sur 8 tentatives, c'est vrai que c'est 3e tour préliminaire et les matchs. Le match de barrage, les clubs français ont beaucoup de mal. Que ça soit Lyon, Lille, Monaco en 2015, Nice, Monaco, et Marseille là en 2023. À chaque fois élimination. C'est pour ça que, c'est mieux de terminer deuxième. Hein. Bon, n'oubliez pas que l'année prochaine il y aura 3 équipes directement qualifiées. Ça sera les 4e qui joueront le tour préliminaire et les barrages. Mais voilà, pour vous dire, c'est toujours très compliqué pour les clubs français d'éliminer les tours préliminaires ou les barrages. Hein. Souvent c'est échec. Il y a eu seulement Monaco en 2016 qui a réussi à se qualifier pour une phase de poule. En plus Monaco, je me souviens cette année-là avait fait une magnifique année. Hein. Souvenez-vous, ils avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Pourtant ils avaient commencé par les barrages. On va parler d'un joueur qui a complètement peut-être pointé du doigt. Après voilà, c'est l'ensemble de l'équipe, mais voilà, peut-être lui parce qu'il a été fautif sur pas mal de faits de jeu. Donc Matteo Guendouzi a connu une entrée bien malheureuse. Donc tout d'abord à la 90e plus 5 minutes de temps additionnel, il concède le penalty sur l'égalisation du Panathinaikos sur ça. Donc en gros c'est un corner où déjà le joueur du Panathinaikos n'a pas pu prendre le ballon allait sortir, je sais rien, en touche, peu importe. Et on peut voir Guendouzi, main écartée, il touche le ballon de la main, pour moi il y a pénalty. Voilà, pour moi il y a pénalty, mais bon voilà, c'est malheureux. Voilà, à cause de ça, pénalty juste après, il n'y aurait pas eu ça, c'était sûr. Hein. Marseille était en barrage, mais non, voilà, le fait de jeu, le manque de chance, on peut dire la malchance totale pour Marseille sur cette main de Matteo Guendouzi. Donc ça c'est le premier fait de jeu. Et lors de la séance des tirs au but, donc dès que je l'ai vu arriver, je pense que la plupart qui ont regardé hier la séance des tirs au but, on savait que ça allait être loupé, enfin qu'il n'allait pas marquer, et voilà. Parce que voilà, déjà, je pense que ça a dû le marquer dans sa tête, voilà, d'avoir causé le penalty. Et le premier tireur de penalty côté Marseille, c'est Guendouzi, et c'est le seul à n'avoir pas marqué de but hier. Donc Guendouzi échoue dans la séance de tir au but. Donc voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est échec. Hein. Donc Guendouzi, comme je dis, pointé du doigt, mais bon, c'est l'ensemble de l'équipe parce que Marseille avait largement la place de se qualifier hier. Donc on va parler d'Aubameyang, lui il a répondu présent, hein, c'était un match on l'attendait énormément, il a marqué son doublé Aubameyang. Donc il s'exprime sur la désillusion de l'OM, hein. Tout le monde s'est battu, on a tout donné pour gagner ce match, c'est triste, tout le monde a répondu aux attentes de ce public qui est incroyable. On prend un but de casquette à la dernière minute, ça fait mal, on va se pencher sur ce qui se passera après. Donc maintenant c'est concentration 100% sur le championnat, et c'est de bien performer en Europa League, et pourquoi pas essayer d'aller plus loin en Europa League, mais l'Europa League c'est long, et c'est dur à l'Europa League, donc voilà, voilà ce qu'il va dire. Hein. Et toujours avec Aubameyang avec son doublé, donc il devient le premier joueur à inscrire 2 buts lors de son premier match au Stade Vélodrome avec Marseille en Coupe d'Europe depuis Valère Germain qui avait réalisé aussi cet exploit de marquer 2 buts lors de son premier match au Vélodrome, c'était contre Ostendé le 27 juillet 2017. Hein, donc félicitations à l'attaquant gabonais. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de faits de jeu que Marseille, c'était la chance, elle a été totale côté Panathinaikos. Hein, vraiment, Marseille avait aucune chance hier, des frappes qui passaient à ras du poteau, tout ça. Puis l'arbitre, hein, là on va pas remettre aussi en cause l'arbitre, mais c'est vrai que l'arbitre, il aurait peut-être pu être un peu plus clément pour Marseille. Après voilà, il a été très dur pour l'Olympique de Marseille. Donc tout d'abord là, le hors-jeu, vraiment de question de millimètres du but de Ismail Assar. Quand on pense aussi à cette faute qui n'a pas été sifflée à la 90e plus 3 minutes de temps additionnel juste avant le penalty du Panathinaikos avant la fin du match. Donc en gros, pour moi c'est un gros coup d'épaule, et je le dis, hein, vraiment je suis franc les gars, je suis neutre. Pour moi il y a penalty total pour l'équipe de Marseille. Hein, vraiment le joueur grec il arrive, il ne s'intéresse pas du tout au ballon, gros coup d'épaule, et pour moi ça mérite penalty. Voilà, Marseille aurait dû bénéficier pour moi d'un penalty juste avant la main de Matteo Guendouzi. Le raté aussi de Vitinha, donc on peut voir Vitinha seul, hein, et voilà, bon, il n'a pas réussi à marquer, ça a tapé, je sais plus si c'est le gardien ou un joueur qui la sort sur sa ligne. Hein. C'est fou, c'est vrai que Marseille n'a vraiment eu aucune chance, aucun fait de jeu et en faveur de Marseille, c'était tout contre l'équipe de Marseille hier. Et Marcelino, hier en conférence, enfin c'était avant-hier en conférence de presse, il a dit: je ne pense pas au tir au but, hein, je pense uniquement me qualifier en 90 minutes maximum, parce que lui, pour lui les tirs au but, voilà, il savait que Marseille allait se qualifier, mais non, on peut voir que voilà, il a fallu aller jusqu'au tir au but, et comme souvent, je le répète, hein, ce qui touche à la France niveau tir au but, on n'est pas bon du tout. Hein. Et aussi il a tenté, alors ça c'est vraiment
quelque chose où il est énormément pointé du doigt, Marcelino. Donc le pari de Marcelino qui fait entrer Ruben Blanco à la place de Paul Lopez pour les tirs au but. Donc ça c'est un gros point d'interrogation, surtout après l'info que je vais vous donner juste après. Parce que peut-être on se dit, voilà, Ruben Blanco, peut-être il gère peut-être en penalty, donc c'est peut-être pour ça qu'il va le faire rentrer. Donc pourquoi pas, mais pas du tout les gars. Donc le choix de Marcelino interroge en Espagne Ruben Blanco, entré en jeu pour la séance de tir au but, et le gardien qui a fait face au plus de pénaltys sans en arrêter un seul dans les 10 principaux championnats européens. En gros c'est le plus mauvais gardien par rapport au tir au but, et il l'a fait rentrer hier. Pourquoi? Donc regardez, sur 22 pénaltys qu'il a eu arrêtés, 20 ont été marqués et seulement 2 n'ont pas été marqués, et les deux, même pas un arrêt, c'est les deux qui ont été loupés, qui n'ont pas été cadrés. En gros, il a fait aucun arrêt sur 22 pénaltys arrêtés, il a fait aucun arrêt et il l'a fait rentrer. Pourquoi? Je ne sais pas. Autant laisser Paul Lopez, non, mais bon. Deux n'ont pas été marqués parce que les tireurs ont manqué le cadre. Étrange décision que de sortir Paul Lopez pour cet exercice. Donc voilà. Bon, ça aussi, il est énormément pointé du doigt par rapport à ça. Marcelino, il a voulu faire une masterclass là, par rapport au gardien qui a complètement floppé parce qu'il a fait aucun arrêt. Le gardien de l'homme, en plus, un coup qui a touché le ballon, il est quand même rentré dans le but. C'est quand même incroyable aussi de voir ça. Donc voilà. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur le gardien espagnol. Et bon, il y a eu quand même des satisfactions par rapport quand même à ce qu'a produit le club marseillais. Marseille, pour moi, vraiment fait quasiment un match référence. Et voilà, ils prennent ce penalty de la main de Guendouzi en toute fin de match qui fait tâche tout simplement sur cette rencontre. Et malgré cette défaite, il est important de souligner le match de ces deux hommes. Jonathan Klaus, énorme match. Iliman Ndiaye, énorme match. Il y en a plein aussi. Veretout, je l'ai trouvé très très bon les gars. Veretout, il y en a plein qui ont fait leur match. Et malgré ça, pratiquement tout le monde a fait son match. Et puis voilà, ça, il n'y a pas la qualification. Et c'est une énorme désillusion, surtout devant l'ambiance au Vélodrome. Parce que les supporters de Marseille veulent la Ligue des Champions. En plus, quand tu joues en LDC, voilà, c'est quand même les 3 premiers qui continuent en phase de poule. Même si Marseille n'aurait pas été qualifié, on va dire, pour les 8e. Après, tu es 3e, tu vas en Europa League, il y a seulement la 4e place où c'est fini. Donc il y avait quand même des chances de continuer en Coupe d'Europe. Que là, non, voilà, ça sera l'Europa League pour cette équipe de Marseille. Et Feyenoord, échec, Annecy, échec, Panathinaikos, échec. Ces dernières saisons, l'OM n'y arrive pas dans les matchs à enjeu. En gros, les matchs vraiment où il faut gagner. Marseille ne gagne pas, par exemple. Tiens, les 3 derniers exemples là. Et supporters marseillais. Donc pour vous, quelle est votre plus grosse déception récente avec l'OM? Donc les 3 que j'ai dit. Feyenoord, c'était demi-finale. C'était de l'Europa Conference League, je crois. Annecy, quart de finale de Coupe de France. On se souvient aussi ça, que ça a été un énorme échec. Surtout après avoir éliminé le PSG en 8e de finale, ou le Panathinaikos, le match d'hier. Donc 9000 votants et la plupart, donc j'ai mis Panathinaikos. Bon, après moi je suis pas, voilà, je vous cache pas, moi je suis pas supporter de l'OM, mais je soutiens les clubs français. Hier j'étais à fond derrière Marseille, moi vraiment je soutiens tous les clubs français, que ce soit Lyon, Marseille, Monaco, Rennes qui jouent en Coupe d'Europe. Je suis pour eux quand ils jouent contre une équipe d'un autre championnat. Et pour moi je pense que le Panathinaikos c'est le plus grand revers. On aurait même pu rajouter aussi Tottenham. On se souvient la saison dernière ce qui s'était passé en toute fin de match avec Marseille était en Europa League, quand même reverse en Europa League, puis ils prennent ce but du 2-1, la défaite, et du coup éliminer toute compétition européenne. C'est vrai que c'est dur actuellement ce qui se passe du côté de Marseille. Et du coup, la Liga ne devra compter que sur le PSG, le Racing Club de Lens en Ligue des Champions. Voilà, le PSG, on va tous miser sur le PSG parce que Lens c'est bien, ils sont en LDC, mais avec ce qu'ils ont perdu là, avec Luis Openda qui a quitté le club, Seko Fofana, tout ça, je pense que ça va être compliqué pour Lens. Donc voilà, ça va être compliqué cette nouvelle saison de Ligue des Champions pour les clubs français. Et on va féliciter aussi le Panathinaikos qui a pratiquement rien montré hier. Vraiment, peut-être à part la rentrée de Bernard qui a apporté beaucoup de bien dans leur équipe. Sinon, vraiment, ils éliminent cette équipe de Marseille hier parce qu'ils ont eu beaucoup de chance, tout simplement. Donc, ils affronteront l'équipe de Braga. C'est vrai qu'après, même si Marseille aurait été qualifié, il y avait Braga à rencontrer. Et Braga, pour moi, c'est beaucoup plus fort que le Panathinaikos. Et Braga, sans souci, ils ont gagné 4-1. Regardez, ils gagnaient déjà 4-0 à la 20e minute de jeu. Le Braga qui avait gagné 3-0 au match et les scores cumulés. 7-1 pour l'équipe de Braga qui affrontera du coup le Panathinaikos. Donc l'équipe qui gagnera la double confrontation. Sera en phase de poule de la Ligue des Champions. Et concernant le match retour, se jouera en Grèce. Voilà, concernant ce Braga Panathinaikos. On continue avec les autres matchs de Ligue des Champions, troisième tour. Ça passe pour le gros, ça passe en gros pour toutes les grosses équipes à part Marseille où c'est la surprise qui sont fait éliminer. Donc Galatasaray contre Ljubljana. Donc victoire 1-0 du Galatasaray qui s'est imposé 3-0 au match aller. Donc du coup score cumulé 4-0 pour l'équipe du Galatasaray qui jouera aussi les barrages. Sturm Graz contre le PSV. Donc là ça passe pour le PSV 7-2 et en plus c'est pas bon du tout pour l'indice UEFA français parce qu'on sait que la France
Juste derrière le championnat portugais et néerlandais. Et par exemple, tiens, le PSV, équipe néerlandaise, se qualifie pour les barrages. Et côté Portugal, Braga se qualifie pour les barrages. Donc, alors que Marseille, club français, est déjà éliminé. Donc, c'est pas du tout bon. Pour l'indice UEFA, on va parler du super parcours du Klaasvik qui est éliminé par Molde. Il va passer par des barrages pour disputer maintenant l'Europa League. J'ai dit que cette équipe qui avait déjà en troisième tour préliminaire, là c'était historique pour eux. Donc pas Ligue des Champions donc, mais le club de l'île Féroé est dans tous les cas assuré de jouer une compétition européenne, même s'ils ne sont pas qualifiés en Europa League, ils seront pire en Europa Conference League, cette équipe qui a échoué hier. Et du coup tous les résultats des troisième tours, enfin match retour, donc avec, je dis, tous les gros pour moi sont passés, que ça soit, je dis que ça soit, je sais pas, ça soit le PSV, que ça soit Braga, que ce soit le Galatasaray, il y a juste Marseille qui échoue dès les, on peut le dire, dès les troisième tours préliminaires. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette soirée de Ligue des Champions qui a été catastrophique pour l'Olympique de Marseille. Il va falloir rebondir dès ce week-end pour la journée de championnat. On prend la direction des États-Unis, on va parler de l'Inter Miami qui joue une demi-finale de la League Cup contre Philadelphie et sans souci pour l'équipe de Léo Messi, une belle victoire 4-1. Donc Léo Messi buteur, Alba buteur. Donc voilà, c'est une victoire 4-1, une victoire où ils ont été très efficaces parce que en gros ils n'ont pas eu beaucoup de tirs, seulement 5 tirs, 4 tirs cadrés, 4 buts, aucun arrêt de Philadelphie. C'est-à-dire que j'aurais rigolé, moi j'aurais fait aussi le même match que lui, peut-être j'aurais fait aucun arrêt, mais voilà, lui aussi il a fait aucun arrêt, le gardien de Philadelphie qui a pris 4 buts. Et du coup c'est l'Inter Miami qui se qualifie. Et le but de Léo Messi les gars, parce que de nouveau Messi, magnifique but. Et regardez où il a tiré, donc là c'est à l'impact du ballon, on peut le voir, c'est en plein milieu, on peut voir l'arbitre, donc le joueur qui est juste à droite, c'est Messi là qui va tirer. Donc frappe qui rase le sol et le gardien ne l'a pas arrêté. Quand même il est très très loin, il la voit arriver, elle est très bien placée. Le gardien aurait pu l'arrêter, il ne l'a pas arrêté. Du coup, ça fait un nouveau but pour Léo Messi. Il est déjà à 9 buts depuis son arrivée mi-juillet. C'est vrai que c'est quand même, je ne vais pas vous mentir les gars, je fais le football depuis longtemps, c'est quand même très très faible. Les équipes du côté des États-Unis. Après voilà, Messi se régale, lui il joue, peu importe l'adversaire en face. Et voilà, c'est pour ça qu'il a des stats quand même impressionnantes. Léo Messi, c'est tout simplement trop facile pour la Pulga. Du côté des États-Unis, enfin pour l'instant, donc Léo Messi buteur, Jordi Alba également buteur. Donc la connexion à l'époque Barça, donc la connexion maintenant Inter Miami entre les deux. Et du coup Messi les gars, ça fait déjà 9 buts et une passe décisive en 6 matchs, décisive sur 10 buts en 6 matchs. Léo Messi, on peut voir tous les matchs qu'il a joué. Donc il y a des doublés, il y a un buteur, à chaque fois au moins une fois buteur, Léo Messi, peu importe la rencontre. Donc tout se passe bien actuellement pour Léo Messi. On peut voir les derniers matchs bien sûr de Léo. Et du coup l'Inter Miami va en finale de la Coupe des Ligues en gros. Messi peut déjà remporter son premier trophée lors de son 7e match au club. C'est vrai que le prochain ça sera son 7e match du côté de l'Inter Miami. Et s'il s'impose, ça sera son premier titre du côté des États-Unis parce qu'ils sont en finale de la League Cup. Cette équipe de l'Inter Miami qui affronta l'équipe de Nashville qui joue aussi l'autre demi-finale contre Monterrey. Ils se sont imposés 2-0 Nashville. Donc du coup la finale Nashville contre l'Inter Miami. C'est prévu, je sais pas quand là d'ici quelques jours, on en reparlera bien évidemment. On revient en Europe, regardez le programme aujourd'hui. Donc il y a la Super Coupe de l'UEFA ce soir, vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. C'est ce soir à 21h, Manchester City contre le FC Séville. On parlera bien évidemment du résultat demain. Et il y a aussi la Coupe du Monde féminine avec l'Australie contre l'Angleterre. Tiens, tout à l'heure je ne savais pas trop ça à quelle horaire. C'est à bien midi le match pour savoir qui jouera contre l'Espagne en finale. On va parler maintenant mercato parce que voilà, le transfert de Neymar, c'est officiel. 10 ans après son arrivée en Europe, Neymar quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite, parce qu'officiel Neymar signe du côté de Al Hilal. On a beaucoup parlé ces derniers jours, donc ça y est, c'est fait. À 100%, c'est un joueur de Al Hilal, donc montant du transfert 90 millions d'euros que récupère comme le Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est une très belle somme, surtout pour un joueur de 31 ans. Donc l'histoire entre Neymar et le PSG appartient désormais au passé, c'est fini. Il arrive en 2017, il a joué 173 matchs, il a loupé plus de 100 matchs aussi pour cause de blessures. Bref, 173 matchs joués pour 118 buts et 70 passes décisives, donc il a été plus décisif que de matchs joués, son cumul but plus passe D. Donc bien sûr légende, pour moi c'est une légende totale du côté du Paris Saint-Germain, le genre Neymar. Et si on cumule avec les stats, donc PSG plus Barça en Europe on va dire, donc c'est 359 matchs en Europe pour 223 buts et 153 passes D. On peut voir qu'il a tout remporté, que ce soit la Ligue des Champions avec le Barça, 2 Ligas, 3 Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs, 5 fois la Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Le palmarès c'est quand même énorme bien évidemment pour Neymar, et quitte du coup l'Europe. Direction cette équipe de Al Hilal. Donc voilà, Neymar sous ses nouvelles couleurs. Donc ça fait bizarre bien sûr de voir toujours un joueur
qu'on a souvent vu avec un club, donc là on pense au PSG, avec bien sûr une autre équipe comme un peu Benzema qu'on a vu avec le maillot de Al Ittihad. Ben là c'est la même chose pour Neymar, ça nous fait bizarre, hein. Donc voilà les premières photos officielles de Neymar avec le maillot de Al Hilal, hein. Donc c'est le maillot domicile, hein, de cette équipe. Donc ça sera le numéro 10 de cette équipe de Al Hilal. N'oubliez pas qu'à Al Hilal il y a déjà Milinkovic-Savic, il y a Koulibaly, hein, qui joue là-bas, il y a Malcolm, un attaquant brésilien qui a marqué un triplé avant-hier. Et voilà, maintenant il y a Neymar, le numéro 10. Et la boutique officielle de Al Hilal, basée à Riyad, est prise d'assaut par les supporters du club dès que ça a été officiel. Beaucoup de fans, en gros, de l'équipe de Al Hilal sont partis dans la boutique officielle s'offrir tout simplement le maillot numéro 10 Neymar de l'équipe, en gros. Donc voilà, bien sûr, quand à chaque fois un gros joueur arrive dans une grosse équipe, ils vendent beaucoup de maillots. C'est la même chose pour Neymar qui vend énormément de maillots. Ça se vend comme des petits pains actuellement du côté de l'Arabie Saoudite, le maillot de Neymar. Et du coup, ça fait une grosse vente pour le PSG. C'est tout simplement la plus grosse vente du Paris Saint-Germain. Donc Neymar vendu 90 millions d'euros. C'est le joueur que le PSG a vendu le plus cher de son histoire. Avant, c'était Gonzalo Guedes qui avait été vendu 40 millions d'euros. Je crois que c'était à Valence. On peut voir David Luiz 35, Ronaldinho 32, Lucas Moura 28 et Neymar 90 millions d'euros. C'est le double, hein, même plus du double par rapport à Gonzalo Guedes. Et Neymar devient la deuxième plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1. Parce que le premier, c'est quand même Mbappé, vendu par Monaco au PSG, 180 millions d'euros. Puis après, Neymar 90, il y a Tchouaméni 80, Pepe 80, Osimhen 75. Donc là, on va voir jusqu'au top 10. Et on peut voir sinon de la 11e place jusqu'à la 20e place. C'est qu'on ne voit pas trop de joueurs du PSG. C'est que le PSG, on sait, ils achètent très cher les joueurs, mais ils revendent souvent peu cher. À part Neymar, bien sûr, qui a été vendu quand même plutôt cher, hein. Mais bon, voilà les 10 plus grosses pertes en transfert du PSG, parce que c'est quand même une grosse perte d'argent, parce que Neymar a acheté 222 millions d'euros, revendu 90, donc en gros une perte de 130 millions d'euros. De toute façon, le PSG le savait qu'ils n'allaient pas le revendre 222 millions d'euros, c'était impossible, hein. Surtout avec l'âge qu'il avait, les blessures qu'il a eu ces dernières années. Mais bon, voilà, c'est une grosse perte d'argent et c'est la plus grosse perte, à moins 130 millions, si on fait la balance, on peut dire. Donc Icardi, pareil, a acheté 50, vendu 10. Paredes, acheté 40, vendu 2,5. Thiago Kerrer, acheté 37, vendu 12 millions. Lavezzi, les gars, acheté 30 millions d'euros à Naples, vendu 5,5. Gay, acheté 30, vendu 10. Anelka, vendu 34, vendu 15. C'est Javier Pastore, acheté 42, vendu 24. Krikoviak, acheté 27 millions d'euros, vendu 10. Et David Luiz, un dernier, acheté 50 millions d'euros, vendu 35 millions d'euros. Donc c'est que le PSG perd souvent beaucoup d'argent, hein. Sur les joueurs qu'ils achètent, ils les revendent souvent moins cher, hein. C'est très rare de voir un joueur qui est vendu plus cher que ce que le PSG a acheté. Peut-être Mbappé aurait pu être le cas, hein. Il aurait pu être acheté 180 et revendu 200 au Real, ça aurait été le cas là. Mais voilà, souvent le PSG, bien sûr, perd de l'argent sur les transferts. Et Nasser, hein, le président, il a dit, enfin il rend hommage à Neymar, hein. Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du club. Ce que Neymar sera pour toujours, je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au PSG, ni ce qu'il a apporté à notre club, à notre projet au cours de ces 6 dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure. Donc voilà le beau message bien sûr de Nasser par rapport au départ, hein, de Neymar du Paris Saint-Germain. Et Neymar lui aussi, on voulait savoir ses premiers mots. Donc il s'est exprimé sur sa signature, il a dit Al Hilal est un club immense avec des supporters incroyables, c'est le meilleur club d'Asie. J'ai le sentiment que c'est la bonne décision pour moi au bon moment et avec le bon club. J'aime gagner et marquer des buts et j'ai l'intention de continuer à le faire en Arabie Saoudite avec l'équipe de Al Hilal. Donc voilà, il dit qu'en gros c'était le bon moment pour lui dans sa carrière de quitter l'Europe ou même le PSG pour aller ailleurs et pour tenter cette aventure. Il a également dit, hein, j'ai tout conquis et tout gagné en Europe, mais j'ai toujours voulu être un joueur mondial et essayer de nouveaux défis et opportunités. Al Hilal est le meilleur club d'Asie, je veux écrire une nouvelle histoire dans le sport de ce championnat qui a une grande énergie et des joueurs de qualité. Bon après, Neymar aussi, bon il le dit pas parce qu'il pourrait pas le dire, hein. Neymar va là-bas aussi pour l'argent et en priorité pour l'argent parce que son salaire va être triplé. Au PSG il touche un énorme salaire, il va toucher 3 fois plus quand même là-bas du côté de Al Hilal. Donc bien sûr pour Neymar, hein, c'est tout jackpot en plus, gros salaire et plein d'avantages aussi qu'il aura avec ce transfert. Et le message de Marco Verratti pour Neymar, n'oublie pas que Verratti peut faire comme Neymar et signer, hein, du côté de Al Hilal, hein. Juste pour te dire que c'était incroyable de passer toutes ces années ensemble, je t'aime énormément et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape de ta vie. Tu es une personne spéciale, mon ami. Voilà le message qu'il a pu mettre en gros sur son compte Instagram
Marco Verratti pour souhaiter au revoir, on peut dire, à Neymar qui pourrait peut-être retrouver là d'ici quelques jours. Kang In-lee sur Instagram suite au départ de Neymar du PSG, ce fut court mais ça a été très spécial pour moi, je te souhaite le meilleur, parce que on pouvait voir par exemple lors de la tournée asiatique, ils étaient souvent ensemble, Kang In-lee et Neymar, et voilà, Kang In-lee il a dit que c'était court mais très intense la relation qu'ils avaient entre les deux, et Neymar lui a répondu peu de temps mais tu as déjà une place dans mon cœur, à plus tard fils. Voilà, on peut voir qu'ils étaient très amis les deux, Kang In-lee et le joueur Neymar. Et laissez partir Neymar, 31 ans, Al Hilal cet été contre environ 90 millions d'euros. Le PSG est-il gagnant selon vous? Pour moi, oui. Donc, déjà, le PSG récupère une très belle somme parce que je pense que son prix était plus aux alentours des 60 millions d'euros. C'était sa valeur. Il est revendu 90, donc plus cher. Et surtout, le PSG n'aura plus à payer son énorme salaire qui a un gouffre financier pour le club qui mettait dans le club des fois dans des situations délicates par rapport au fair play financier. Plus de salaire à payer. Donc après, bien sûr, le PSG perd un grand joueur, mais bon, avec toutes les blessures qu'il a pu avoir, tout ça. Donc après, maintenant, il faut investir l'argent en le vendant sur un joueur pour essayer, on va dire, de remplacer, on va dire, Neymar. Donc oui, pour moi, le PSG est gagnant en vendant aussi cher. Et fut une époque, Neymar mangea la table de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo. C'est que depuis, tiens, cette photo à l'époque où c'était le meilleur 11 2015 UEFA, parce qu'on peut voir Ronaldo, on peut voir Messi, Neymar, Iniesta, Daniel Alves, ils ont tous quitté l'Europe, ils sont tous même pratiquement en retraite, à part Léo Messi, et enfin non, ils ne sont pas en retraite, à part peut-être Alves, lui qui est plutôt en prison actuellement, l'ancien latéral du Barça. Et les joueurs qui nous ont fait rêver depuis de nombreuses années, qui quittent l'Europe un par un cette année, le 1er janvier dernier, c'était Ronaldo, et ça a été le premier, je pense que Ronaldo, 1er janvier, il n'aurait jamais rejoint l'Arabie Saoudite. Bon, peut-être qu'il y aurait eu quelques joueurs qui auraient rejoint, mais pas autant, les gars. Pas toute cette liste de joueurs, quand même. Regardez les noms, je ne vais pas tous les citer. Mais Neymar, Benzema, Mané, Mahrez, Firmino, Fofana, Neves, Fabinho, Malcolm, Milinkovic-Savic. Je pense que tous ces joueurs-là, enfin, peut-être un cinquième serait peut-être allé du côté de l'Arabie Saoudite et tous les autres seraient restés en Europe. Mais voilà, vu que Ronaldo a été le premier, puis après ça s'est enchaîné. Si je joue un Benzema, Léo Messi le 15 juillet, bon lui il est parti en MLS et maintenant Neymar le 15 août du côté de Al Hilal. Et la nouvelle connexion brésilienne de Al Hilal va faire très très mal dans le championnat saoudien avec Malcolm et Neymar. Les deux sont brésiliens, les deux se connaissent et les deux seront la doublette en attaque bien sûr du côté de cette équipe. Voilà ce qu'elle va dire sur le transfert de Neymar. Ça a pris un peu de temps parce qu'on parle quand même de Neymar, l'un des meilleurs joueurs ces dernières années au monde. Toujours avec Al Hilal, c'est pas fini après avoir recruté en attaquant, défense, en milieu, ils veulent maintenant un gardien et ils souhaitent recruter Keylor Navas, donc ils souhaitent Verratti et aussi Keylor Navas, voilà pour compléter on va dire leur équipe. Donc si c'est pas Keylor Navas, ils aimeraient aussi faire Yacine Bounou, si c'est pas possible Navas, parce qu'Al Hilal a fait de Yacine Bounou sa priorité pour son nouveau poste de gardien de but. Le PSG le Real suivait bien le portier marocain, mais l'indemnité de transfert demandée par Séville a refroidi leur ardeur. C'est pour ça que le PSG a pris Arnaud Tenas et c'est pour ça que le Real a pris Kepa Arrizabalaga. Mais pour Al Hilal, pas de souci de proposer 20 ou 30 millions d'euros pour Yacine Bounou qui pourrait peut-être débarquer du côté de cette équipe. Ça sera soit lui, soit Keylor Navas. Toujours avec les gardiens, donc Alisson Becker lui aussi pourrait aller du côté de l'Arabie Saoudite et du côté de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc le Brésilien est tenté par l'Arabie Saoudite. Donc voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs comme de Liverpool qui ont quitté le club pour l'Arabie Saoudite, comme Fabinho, Anderson, Firmino. Donc pourquoi pas Alisson Becker du côté de Al Nasser. On sait que maintenant, n'importe quel joueur après Ronaldo, Neymar, Benzema, Kanté, c'est top player, donc on se dit n'importe quel joueur maintenant peut aller du côté de l'Arabie Saoudite, donc pourquoi pas Alisson Becker. Lucas Digne est proche de rejoindre Neymar et signé du côté de Al Hilal. Ça va devenir la première ligue à force, le championnat saoudien. Donc voilà, Lucas Digne a pisté aussi par le club saoudien. Elie Wahi a choisi lui West Ham. Donc Wahi a en fait sa priorité malgré l'intérêt de Chelsea. Les Blues avaient offert 27 millions d'euros à Montpellier, offre refusée. Les Hammers, donc West Ham, doivent désormais formuler une offre officielle au Havre, plutôt Montpellier, qu'est-ce que je dis, et trouver un accord avec le club. Donc voilà, concernant Elie Wahi, aimerait aller du côté de West Ham pour cette nouvelle saison. Jérémy Doku est tombé d'accord avec Manchester City, contrat de 5 ans, de première offre devrait bientôt être transmise au Stade Rennais qui en veut au moins 50 millions d'euros. Le club breton a reçu une offre de West Ham montant inconnu.
Donc sauf surprise, le Belge va quitter Rennes cet été, certainement pour aller du côté de City. L'Union Berlin et Monaco se sont mis d'accord pour un transfert de 5,5 millions d'euros pour Kevin Volland. L'Allemand n'avait plus qu'un an de contrat du côté de l'AS Monaco et il devrait aller du côté de Union Berlin et jouer la Ligue des Champions. Union Berlin est officiellement qualifié en phase de poule. Un arrière droit à Monaco, donc l'AS Monaco est tombé d'accord avec le Torino pour le transfert de l'Ivoirien Stéphane Singo à hauteur de 10 millions d'euros. Voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de l'AS Monaco. Romeo Lavia à Chelsea, here we go. Montant du transfert 68 millions d'euros, bonus inclus après. Caicedo, 133 millions d'euros investis là avant-hier. Enzo Fernandez en janvier dernier, 127 à peu près. 68 millions d'euros va être investi sur Romeo Lavia. Donc c'est fou quand même. Vous avez vu quand même tout l'argent qu'a dépoussé l'équipe de Chelsea pour son milieu de terrain. Les trois là que j'ai cités, c'est quasiment plus de 300 millions d'euros investis par l'équipe de Chelsea. Officiel, Robin Gosens, joueur allemand de 29 ans, quitte l'Inter Milan pour s'engager avec l'Union Berlin, comme le joueur qu'on parlait avant, Kevin Volland. Donc le montant du transfert s'élève à 15 millions d'euros. Et du côté de l'Inter, on a déjà son remplaçant donc pour remplacer Robin Gosens. Donc Carlos Augusto quitte Monza et rejoint l'Inter Milan sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Montant de l'option d'achat 13 millions d'euros plus bonus. En gros, lui, Carlos Augusto, c'est le remplaçant de Robin Gosens. On va parler du nouvel arrivé du côté de Lyon et c'est le remplaçant de Luc Kebab, un joueur que personne ne connaît. Il s'appelle Jack O'Brien. Donc c'est un Irlandais de 22 ans. Il s'est engagé pour 4 saisons. C'est un joueur qui arrive de provenance de Crystal Palace. Voilà, en gros, c'est un défenseur pour remplacer Luc Kebab. Dimitri Payet est sur son choix de rejoindre Vasco da Gama, une équipe brésilienne. Il a dit: les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l'argent n'est plus une priorité pour moi, sinon il aurait peut-être allé en Arabie Saoudite, pourquoi pas. Je pense que c'est bien d'en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c'est pour cela que j'étais aussi heureux, parce qu'il y avait cet amour, et c'est pour cela que j'ai fait ce choix aussi. C'est le choix du foot et pas de l'argent. C'est vrai qu'il aurait pu toucher beaucoup plus, on pense au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, que du côté de Vasco da Gama, voilà le club qui l'a rejoint officiellement. Dimitri Payet. Mikel Olise, on parlait de Lavia, c'est pas fini, du côté de Chelsea. Olise, accord avec l'équipe de Chelsea. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 41 millions d'euros pour le joueur de Crystal Palace qui devrait débarquer du côté des Blues. Et Chelsea a sécurisé son futur depuis l'hiver dernier. Je vais pas citer tous les joueurs, mais on peut voir que déjà tous les joueurs qui sont arrivés, à part celui le petit sablier, donc Mikel Olise, j'ai dit 40 millions d'euros, sinon tous les autres, c'est officiel. Et c'est tous des jeunes joueurs, on peut voir leur âge, voilà, peut-être le plus vieux, c'est Nkunku, 25 ans, avec Axel Disasi, 25. Sinon, c'est que des joueurs qui ont à peu près 22, 21, 19 ans. Donc voilà, l'avenir est radieux du côté de Chelsea, mais Chelsea a déboursé énormément. C'est l'équipe qui dépense le plus là depuis 2-3 ans. Et Chelsea qui a recruté Caicedo, 133 millions d'euros avant-hier. Il a dit: je supporte Chelsea depuis petit, j'ai vu de grands joueurs au milieu de terrain comme Claude Makelele ou N'Golo Kanté, ce sont des inspirations pour moi, 2 anciens joueurs de l'équipe de France, Kanté toujours joueur d'équipe de France, avec Makelele en gros c'était des idoles par rapport à Moïse Caicedo. On va parler d'un nouveau gardien du côté de Arsenal, c'est David Raya qui signe du côté des Gunners, prêt payant de 3 millions d'euros avec option d'achat située à 31 millions d'euros. Donc Ramsdale ou Raya titulaire, c'est que maintenant il y a 2 grands gardiens du côté de Arsenal. Donc ce gardien, David Raya, l'ancien gardien de Brentford, et Ramsdale. Donc on verra, ce sera qui, Mikel Arteta, qui choisira pour gauler. Sergio Ramos a rencontré Santiago Banos, président du club américain au Mexique, pour y envisager une signature. Malheureusement, ses prétentions salariales ont bloqué l'opération. Le sujet a été abordé évidemment. Les paramètres salariaux de Ramos n'ont rien à voir avec ce que peut payer ici au Mexique. Le défenseur espagnol est toujours libre depuis sa fin de contrat avec le PSG. J'ai vu qu'il y avait le Galatasaray intéressé par Ramos, mais du côté du club américain, c'était pas possible. Ramos demandait trop en salaire et c'était impossible pour le club mexicain de se l'offrir. Kepa Arrizabalaga portera le numéro 25 avec le Real Madrid. Voilà, c'est des grands fans du gardien espagnol, donc ça sera le 25 dans le dos pour son nouveau flocage de maillot. Donc il a été présenté hier du côté du centre d'entraînement du Real Madrid. Renato Sanchez et Leandro Paredes viennent d'arriver à Rome. On peut voir les deux là, Paredes avec le maillot blanc, Renato avec le maillot noir. Donc les deux vont signer normalement aujourd'hui du côté de l'AS Roma tout simplement. Donc voilà, ces deux-là vont quitter le PSG là dans les prochaines heures. Le transfert de Harry Maguire à West Ham a capoté. West Ham en a assez d'attendre que l'Anglais accepte de quitter Manchester United. L'accord pourrait être relancé dans le futur, mais pour l'instant West Ham
On va plutôt se focaliser sur un autre défenseur, prendre une autre piste, hein, parce qu'ils attendent que le joueur veuille quitter Manchester et pour l'instant il n'est pas très chaud. Harry Maguire. Charles de Ketelaere devrait passer sa visite médicale demain du côté de l'Atalanta Bergame. Il devrait quitter l'équipe de l'AC Milan en direction Bergame. Le Bayern Munich s'intéresserait à Stéphane Ortega. Il aurait entamé des discussions avec le portier de Manchester City pour être la doublure de Manuel Neuer. C'est que du côté du Bayern, ils ont pisté pas mal de gardiens. Yacine Bounou, il y a eu pas mal de gardiens. Rudy, hein, ça n'a pas pu se faire. Maintenant, c'est Ortega, c'est la doublure de Ederson. Ça pourrait être la doublure de Neuer du côté du Bayern. Du côté de City, le jeune Rico Lewis, 18 ans, prolonge jusqu'en 2028 du côté de Manchester City. Donc félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. On va parler d'Abdou Diallo, encore un joueur sur le départ du côté du PSG. Donc il y a Neymar, j'ai dit tout à l'heure, il y a Paredes, Renato Sanchez et aussi maintenant Abdou Diallo. Donc lui c'est officiel, quitte le PSG, signe au Qatar du côté de Al Arabi Sport Club. Voilà, donc nouveau championnat, nouveau défi, hein, pour Abdou Diallo, le défenseur sénégalais. Cancelo sera un joueur du Barça cette saison. C'était le choix préféré du latéral portugais. Il avait pas mal d'options et il devrait bien rejoindre le FC Barcelone. On est le 16 août, hein, il reste encore 2 semaines de mercato. Donc voilà, concernant Cancelo, il devra débarquer du côté du Barça ça devrait être un prêt avec une option d'achat. On va parler, rien à voir avec le mercato, mais officiel, gros coup dur, hein, pour City parce que Kevin De Bruyne ne jouera pas ce soir. Hein. Et aussi pendant pas mal de mois, parce qu'il va se faire opérer suite à une nouvelle blessure aux ischios. Il était sorti sur blessure vendredi dernier lors du premier match contre Burnley. Et du coup, il sera absent des terrains plusieurs mois à cause de cette blessure qui est plutôt grave. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement vu qu'il va se faire opérer, Kevin De Bruyne. Seko Fofana sur son choix de rejoindre l'équipe de Al Nassr. Il a dit, on m'a parlé du projet du club, hein, du développement du championnat. Et de la même manière qu'il y a 3 ans, quand j'ai choisi de rejoindre l'équipe de Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix. Et là, pareil, hein, son instinct lui a dit que c'était le bon choix de rejoindre l'équipe de Al Nassr et c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Il dit qu'il n'est pas parti là-bas en pré-retraite, hein. C'est vraiment un championnat compétitif, hein, qu'il a pu dire. C'est Fofana. Et on peut voir que ça ne sera pas l'un des plus gros salaires, bon peut-être dans le top 10, hein, mais pas dans le top 3 des plus gros salaires par rapport aux joueurs africains. Donc c'est Sadio Mané maintenant le plus gros salaire, hein, 40 millions d'euros par an. N'oubliez pas qu'au Bayern, hein, c'était 20 millions d'euros net. Il a doublé son salaire, hein, par rapport à son nouveau club de Al Nassr. Hein. Riyad Mahrez 35, donc lui c'est quasiment un salaire pratiquement triplé, hein, par rapport à ce qu'il touchait du côté de Manchester City. Et Kalidou Koulibaly c'est quasiment quadruplé lui son salaire par rapport à ce qu'il touchait du côté de Chelsea. Donc voilà les plus gros salaires de joueurs africains maintenant, bon, surtout qu'on rejoint bien sûr la Ligue saoudienne. Et on finit cet épisode les gars avec 7 suspects qui ont été arrêtés la nuit dernière alors qu'ils s'apprêtaient à cambrioler le domicile de Julian Draxler. Vous savez qu'il y a pas mal de cambriolages, que ça soit des joueurs parisiens, souvent soit à Marseille soit à Paris, hein. Et du coup 7 suspects ont été arrêtés la nuit dernière parce que les suspects étaient en possession de cagoules, de gants et de liens en plastique, hein. Ils ont été placés en garde à vue parce qu'ils ont été arrêtés très proche de la maison de Draxler. Donc ils pensaient, les policiers en gros, qu'ils allaient cambrioler tout simplement la famille Draxler. Donc heureusement, voilà, on a évité le pire, hein, du côté de la famille Draxler. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mercredi et à demain.